Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à de pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir de ce jour, je suis candidat virtuel pour l'élection présidentielle trafiquée du 21 mars 2021 afin de me permettre de participer au grand débat national. Chaque semaine, nous allons vous livrer notre vision de la société congolaise indépendamment de l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Ainsi, je commence aujourd'hui, 6 février 2021, par répondre au perroquet Thierry Lézin Mungala Moutsila, porte-parole du gouvernement de la République. Nous commençons notre propos par signaler l'agression contre M. Séverin Abagna Orlando, neveu de Monseigneur l'archevêque d'Ouando et porte-parole de la conférence épiscopale du Congo. Alors je voulais dire que la chasse aux évêques est ouverte pour les hommes de main du régime autocratique de Brazzaville. Après le lancement de la campagne de haine en ligne contre les évêques Abagna et Mizonzo, le passage à l'agression physique contre leurs proches n'a pas tardé. C'est la consécration du triptyque que vous connaissez, manipulation, complot, violence. En effet, Séverin Abagna Orlando, neveu de Monseigneur Victor Abagna Moussa, a été victime d'une agression à son domicile, mercredi 3 février dernier. Ce dernier a eu d'ailleurs la vie sauve grâce à l'intervention massive des voisins.
Mais dans l'attaque, un voisin, ou même deux, ont été malheureusement mortellement blessés. Il est courant de voir les auxiliaires de Jean-François Ndengue, le retraité de la police, encore en service, déguisé en délinquant, s'autoriser ce type d'opération crapuleuse, facile ensuite à démentir pour le pouvoir, comme l'a si bien dit mon ami Mafimba. On blâme ensuite l'insécurité galopante. Cette agression aurait fait 2 morts et 1 blessé. L'intimidation par agression des membres de la famille de Monseigneur Abagna est une pratique criminelle courante quand le pouvoir veut faire taire quelqu'un. Et nous le savons bien, moi-même j'ai été victime. Ils ne m'ont pas eu puisque il y a eu tentative d'enlèvement et d'assassinat à 3 reprises. En 2015 et en 2016. Alors nous considérons le pouvoir responsable de ce qui pourrait arriver en général à tous les évêques et archevêques du Congo, et en particulier Monseigneur Victor Abagna Moussa et leurs parents. Ce qui pourra aujourd'hui, nous considérons que cela sera de la responsabilité directe de Sassou Nguesso et non de quelques éléments égarés. Dans ce pays où le PCT a enterré vivant un cardinal, comme l'a si bien dit Hervé Zebrowski, comme nous l'avons également démontré dans l'évocation justement de ce crime, nous condamnons cette violence gratuite contre la famille de Monseigneur Abagna Moussa. Dans mes précédentes publications, en termes de réplique au gouvernement, j'avais indiqué et demandé aux membres du gouvernement de la dictature, et particulièrement à Thierry Lézin Mongala Moutsila et à Pierre Mabiala, de bien vouloir revoir leur notion de droit lorsqu'ils interviennent et surtout lorsqu'ils abordent les points qui concernent le respect et l'application des droits de l'homme. J'avais réagi avec fermeté contre des fausses poursuites qui étaient engagées contre moi il y a 3 ans pour des crimes et délits inventés de toutes pièces pour me faire taire et me rendre inaudible. Même si ils ont utilisé leur pantin dans les réseaux sociaux pour me salir. On ne terrasse pas quelqu'un qui est immunisé de tous les virus de la politique. C'est pourquoi, suite à la réaction calamiteuse de Thierry Mongala contre la lettre de la conférence épiscopale du Congo, diffusée le 2 février 2021, nous prenons la parole et notre plume pour recadrer le porte-parole de la monarchie d'Oyo avant de poursuivre l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. En effet, nous avons pu surseoir le réquisitoire de Jacques Okoko dans le procès du 3 janvier au 6 février 1978 que nous aurions pu justement évoquer aujourd'hui, mais nous le ferons prochainement. En attendant, je vous livre ma réflexion. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Alors, notre peuple est fatigué de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et entachent l'image de notre pays à l'étranger. C'est le cri de cœur de l'Église au Congo. Mais l'Église a-t-elle raison d'intervenir dans les questions sociopolitiques? On se demande. Qu'on ne pense pas que l'Église se laisse tellement absorber par le soin des âmes qu'elle néglige ce qui se rapporte
à la vie terrestre et morale. Dixit, Sa Sainteté le pape Léon XIII en 1891 dans la première lettre encyclique en matière sociale. Rerum Novarum. D'ailleurs, je prends ma thèse, c'est une question que je maîtrise bien. Je prends ma thèse qui est gardée, l'exemplaire qui est gardé dans un coffret. Vous la voyez? Vous voyez ma thèse que j'ai soutenue, qui fait plus de 785 pages. Alors, dans cette thèse, j'évoque à la page 99, cette thèse d'ailleurs que j'ai soutenue il y a 35 ans, je pense que le jeune Thierry Mongala a dû le parcourir, a dû le lire, puisque c'est une thèse qui avait été primée et qui est dans toutes les bibliothèques du monde. Bon, alors l'homme, dans cette thèse, donc, je souligne l'importance de cette encyclique, car c'est cette encyclique qui parle des droits des travailleurs. L'homme doit connaître un régime de travail conforme à sa dignité, à la moralité, par l'amélioration des conditions économiques et sociales. Ce sont là les thèses développées par le catholicisme social qui a permis aujourd'hui à l'humanité de reconnaître ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est cela. C'est pour cela, justement, j'interviens pour parler du rôle également de l'Église. Voilà. La gestion de la cité ne saurait être le monopole des seuls dirigeants dits politiques. Thierry Mongala. S'occuper de politique peut paraître surprenant de la part d'une Église qui affirme que sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes, l'une de l'autre, et autonomes. Gaudium et Spes 76.3. Et encore plus surprenant, lorsque cette Église inscrit son action sur le territoire d'une république laïque. Mais comme institution, l'Église garde une certaine distance à l'égard de l'action politique, reconnaissant qu'elle n'a pas de compétences particulières en la matière. Mais elle s'interdit d'intervenir directement dans les affaires politiques, mais se réserve tout de même le droit de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. N'oubliez pas aussi que le Saint-Siège, siège à l'ONU, intervient sur toutes les questions, surtout dans la plus grande question, ce qu'on appelle le sujet de haute politique, c'est-à-dire les droits de l'homme. Tous les citoyens, quels qu'ils soient, doivent se préoccuper de la marche de la société. Le catéchisme d'ailleurs de l'Église catholique se fera encore plus explicite sur la question. Nous pensons que dans l'ordre de la moralité, l'Église relève d'une mission distincte de celle des autorités politiques. L'Église se soucie des aspects temporels du bien commun en raison de leur ordination au souverain. L'Église s'efforce d'inspirer les attitudes justes dans le rapport au bien terrestre et dans les relations socio-économiques. Le rôle de l'Église n'est pas d'être un syndicat, mais le rôle de l'Église étant donc précisé, elle utilise une méthode trilogique qui consiste à voir, comme me l'a rappelé par écrit un observateur de l'Église, ce rôle qui consiste donc à voir, juger et agir. L'Église est une institution sérieuse qui sollicite la collaboration des divers experts, chacun en son domaine. Lorsqu'elle se sent
dans la nécessité de répondre aux problèmes de son temps. L'Église n'intervient pas comme ça. Quand donc une structure comme la conférence épiscopale, partant d'un constat, émet des inquiétudes et des réserves sur la gestion de la chose publique, ce qui revient à dire qu'après observation avec les spécialistes des différents domaines, elle a analysé la chose en question avant de proposer une ligne d'orientation et d'action. Ainsi, l'Église ne fait pas du syndicalisme. En ce sens, la conférence épiscopale n'est pas un parti syndicaliste, n'est pas un mouvement politique pour parler des choses insensées et déstabiliser un quelconque régime politique. Ces remarques sont objectives et réalistes, venant du peuple réel et non du peuple des fichiers et non le peuple manipulé. Elle est la voix des sans-voix. Cette expression que nous avons lancée dans les années 80, justement lorsque nous avons mis en place le CIRAC, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme. Nous avons publié la première revue qui s'appelait La Voix des sans-voix en France, en mai 1990. C'est une expression que j'aime bien, la voix des sans-voix. Donc l'Église, elle est la voix des sans-voix, occupée à instruire et à élever les hommes d'après le saint principe et sa doctrine. Je continue. L'Église a soin d'en répandre les eaux vivifiantes aussi loin, aussi largement qu'il lui est possible par le ministère des évêques et du clergé. L'action de l'Église donc est souveraine, comme l'a écrit également le pape, sa sainteté le pape Léon XIII, comme je l'ai dit, dans Rerum Novarum. Oui, pour autant, l'Église a toujours valorisé le champ politique qu'elle considère comme le champ de la plus vaste charité. La charité politique avait mentionné donc sa sainteté. Pie XI, dans sa première encyclique, Ubi Arcano Dei Consolio, en date du 23 décembre 1922. Cette encyclique affirme en effet que le politique est indispensable à la réalisation du bien commun auquel la société civile dans ses différentes composantes ne peut parvenir seule. C'est ça. C'est là sa première et pleine justification. La communauté politique existe pour le bien commun. Elle ne peut pas exister pour un bien sectaire. La communauté politique trouve en lui sa pleine justification et sa signification. C'est de lui qu'elle tire l'origine de son droit propre. Oui. Et pour que cette communauté puisse fonctionner sans se disloquer en raison des opinions diverses, il est nécessaire de mettre en place une autorité qui soit capable d'orienter vers le bien commun les énergies de tous. C'est ce que précise justement l'encyclique. Elle est aussi l'instance nécessaire pour contrôler l'économie, favoriser le vivre ensemble, travailler à plus de justice, maîtriser la violence. Dans le domaine de la politique, les partis se sont presque fait une loi
non point de chercher sincèrement le bien commun par une émulation mutuelle et dans la variété de leurs opinions, mais de servir leurs propres intérêts au détriment des autres. Alors, que voyons-nous? Les conjurations se multiplient, les embûches, le brigandage contre les citoyens et les fonctionnaires publics eux-mêmes, terrorisme d'État et menaces, révoltes ouvertes et autres excès du même genre. Donc la tâche qui s'impose avant tout autre, c'est la pacification des esprits. Il n'y a que l'Église, justement, qui sait bien le faire. Il y a bien peu à attendre d'une paix artificielle et extérieure qui règle et commande les rapports réciproques des hommes comme ferait un code de politesse. Ce qu'il faut, c'est une paix qui pénètre les cœurs, les apaise et les ouvre peu à peu à des sentiments réciproques de charité fraternelle. Une telle paix ne saurait être que la paix du Christ, car il fut le premier à dire aux hommes, vous êtes tous des frères. C'est bien dit dans Matthieu 23, 8. Pourquoi le gouvernement congolais s'enflamme-t-il par la voix de son perroquet Thierry Mungala à propos justement de l'observation, des remarques ou de la dénonciation de l'épiscopat congolais sur la conduite des affaires publiques de notre pays. À propos de la question qui défait donc la chronique, cette relative à la tenue des élections de mars 2021 en République du Congo, donc la lettre de la conférence épiscopale promulguée donc le 2 février, comme nous l'avons dit plus haut, semble avoir suscité la colère du gouvernement, qui par la bouche de son porte-parole bien connu n'a pas hésité de proférer des injures à l'endroit des prélats catholiques. Les évêques du Congo ont été traités de cabris. On peut crier, je le cite, d'ailleurs comme je vous fais passer ce passage. Forum FM, la radio des droits de l'homme. Forum Info. La conférence épiscopale du Congo-Brazzaville a exprimé dans un message de sérieuses réserves par rapport à l'élection présidentielle prévue le 21 mars prochain. Demain, nous allons passer aux élections. Ce sera sûrement difficile puisque tout n'a pas été fait. Où sont les listes? Est-ce que les listes disent la vérité? Nous parlons de cartes biométriques, on les a pas. Avec le coronavirus, avec le confinement et tout, pour les gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble, il faut rester séparés et tout, ça sera compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? On craint que ce ne soit pas bon. Pour tous ceux qui n'ont pas pu lire ce message, Monseigneur, qu'est-ce que vous craignez? Les Congolais ont peur. Il y en a qui préparent, il faudrait déjà aller dans son village natal et puis comme ça on est tranquille. Bon, il y a cette peur-là. Donc on craint que la paix ne soit pas là, ce que nous désirons le plus. Les Congolais, écrivez-vous, Monseigneur, ont de moins en moins foi dans le système électoral actuel. Qu'est-ce qui explique selon vous cette perte de confiance dans le système électoral? Hier, ce n'était pas bon. On recommence encore la même chose. Vous pensez bien que on peut perdre la confiance. Est-ce que ceux qui votent sont vraiment ceux-là qui doivent voter? Est-ce qu'ils ne votent pas à tel endroit pour aller voter encore à tel autre endroit? Dans certains coins, il y a presque plus de population, mais on voit aux élections qu'il y a plein de monde là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens sont revenus seulement pour voter? Bon, tout cela nous fait faire des réserves. Ce que nous avons écrit,
Si ça peut aider le gouvernement et les responsables à s'améliorer, ce serait très bien. Alors comment les autorités congolaises réagissent-elles à ce message, à cette interpellation de l'Église ? Notre invité ce matin, Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, il est porte-parole du gouvernement du Congo et il répond à Laurent Corot. Bonjour Thierry Mungala. Bonjour Laurent Corot. Le gouvernement congolais entend-il les réserves émises par la conférence épiscopale sur la prochaine élection présidentielle ? Les évêques sont des citoyens congolais qui ont tout à fait le droit de s'exprimer. C'est un droit inaliénable dans le cadre de notre démocratie. Simplement, le gouvernement s'étonne à la fois du moment auquel intervient cette déclaration des évêques et la forme et parfois même la brutalité de certaines affirmations des évêques. J'en prends pour exemple le fait que les évêques parlent de la nécessité de revoir les listes électorales, mais ils semblent ignorer qu'ici, au moment où nous parlons et depuis le 23 janvier 2021, jusqu'au 7 février, les listes électorales sont en cours de révision. C'est-à-dire que le souci exprimé par les évêques qui consiste à dire est-ce que les gens sauront où aller voter, est-ce qu'ils sauront qui est mort et à éliminer de la liste, ou est-ce qu'on tiendra compte du fait que quand on a déménagé et qu'on est dans un nouveau lieu d'habitation, on trouvera la bonne liste électorale avec son nom. Toutes ces préoccupations et ces soucis sont pris en compte. Et nous attendons des évêques, dans leur rôle apostolique et citoyen, qu'ils appellent leurs fidèles plutôt à aller assister et participer à la révision des listes, plutôt que de dire que rien n'est fait. Sur le fond, tout de même, Monsieur le Ministre, il y a ce constat des Congolais qui ont de moins en moins foi dans le système électoral. Est-ce que c'est un constat que vous remettez en cause ? Nous remettons en cause le fait que les gens aient de moins en moins foi. Nous disons simplement que la construction démocratique est un processus lent, est un processus complexe. Oui, il y a des choses qui restent à faire, qui ont été constatées notamment lors de la concertation de Madingu, parmi lesquelles le chemin qui doit nous conduire à l'application de la biométrie. Mais nous considérons qu'il n'y a pas de raison pour les citoyens congolais de désespérer de la démocratie et du processus électoral. Et quand les évêques, justement, écrivent « Notre peuple est fatigué de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et qui entachent l'image de notre pays à l'étranger », est-ce que c'est une fatigue du pays profond que l'équipe gouvernementale perçoit ? Non, je crois que les évêques, si on suit bien leur logique, voudraient qu'il n'y ait pas d'élections tant que les élections ne seront pas parfaites. Eh bien non, nous considérons que le processus va dans le bon sens. Peut-être que les évêques perçoivent les choses différemment, mais ce sont des citoyens, ils sont libres d'avoir leur perception. La conférence épiscopale déplore que les problèmes nés des précédentes élections n'aient pas été résolus à ce jour et elle dit ne pas prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous diriez, Thierry Mungala, qu'un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance électorale n'ont effectivement pas été pris à bras-le-corps ? Nous sommes partis de loin il y a 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes allés vers une transparence plus importante avec le bulletin unique. Nous sommes allés dans un processus consensuel, paritaire et inclusif pour la révision des listes électorales. Nous avons une commission électorale composée des différentes parties prenantes à la mise en œuvre du processus, majorité, opposition, magistrature et société civile. Alors, nous avons des efforts qui ont été faits. Certains efforts restent à faire. Aucune démocratie au monde n'est parfaite. Il y a, à travers le monde, des exemples de crise post-électorale qui nous parlent suffisamment, y compris pour des démocraties multiséculaires. Donc oui, il y a des choses à améliorer, mais ces choses ne s'amélioreront que dans le dialogue, dans la concertation, et c'est ce qui a été fait récemment à Madingu. Thierry Mungala, que répondez-vous aux évêques au sujet de l'alternance quand ils souhaitent que l'alternance au pouvoir devienne une règle intangible et immuable parce que ces changements à la tête de l'État permettent d'avoir des élites politiques pleinement mobilisées sur le bien commun? L'alternance ne se décrète pas. Je crois que les évêques peuvent remuer dans tous les sens et dire que l'alternance. On peut crier comme un cabri sur sa chaise, alternance. Elle ne se décrète pas. Elle dépend du libre choix du peuple. Et tant que le peuple aura choisi une équipe dirigeante, et ça arrive à travers le monde, eh bien cette équipe dirigeante aura la légitimité pour se faire. Le jour où cette équipe dirigeante sera battue dans les urnes, eh bien il y aura alternance. Et je crois lire dans ce propos de la part des évêques plutôt l'expression diplomatique ou l'expression réservée de leur véritable sentiment qui consisterait à dire le président de la République actuelle doit partir. Eh bien moi je vous dis, Laurent Corot, le président de la République
a été candidat à plusieurs élections présidentielles. La première élection présidentielle a eu lieu en 1992. Il a été battu alors qu'il était chef de l'État et il a quitté librement le pouvoir sans qu'il y ait la moindre agitation ou la moindre violence. Donc on ne peut pas lui faire le procès au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de ne pas prendre en compte cette notion d'alternance. Thierry Mungala, merci. Je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement du Congo en ligne de Brazzaville avec Laurent Corot. Entretien à retrouver sur RFI.fr, tout comme celui d'hier avec le porte-parole de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Victor Abanya Mossa. On peut crier comme un cabri sur la chaise. Alternance, alternance, disait Thierry Mungala dans sa récente interview. Est-ce à dire que pour le gouvernement congolais, les évêques ne sont que des bêtes, des cabris? Reprenons ainsi d'ailleurs, c'est un mimétisme, la triste et célèbre phrase du tyran guinéen Alpha Condé, qui s'était emporté contre les étudiants de son pays qui ne revendiquaient que leurs droits en les traitant de cabris. Si cette qualification venait de sa propre personne, Thierry Mungala, nous l'aurions peut-être compris. Mais là, Thierry Mungala parla au nom du gouvernement congolais et non en son nom propre. L'histoire retiendra donc que le gouvernement de la République du Congo proféra des propos injurieux à l'endroit de ces prélats. De tels propos traduisent la culpabilité d'ailleurs du gouvernement qui a peur des éveilleurs de conscience. Or, nous le savons tous qu'actuellement l'Église catholique est restée la seule instance morale crédible qui puisse émettre des analyses justes et concrètes à cause de sa proximité envers le peuple. Le vrai peuple différent du peuple fictif auquel M. Thierry Mungala fait allusion pour prétendre parler de la légitimité du peuple en matière des urnes. C'est qui le peuple? C'est comme si le peuple réel avait une opinion dans ce pays. Oui, comme le signale un prêtre anonyme, hiatus entre la communication institutionnelle et réelle. D'un point de vue institutionnel, l'interview de M. Thierry Mungala constitue ce que l'on appelle en communication une communication institutionnelle, c'est-à-dire dont le but est de défendre positivement l'institution dont il est le porte-parole, en vue de lui éviter de perdre sa crédibilité. Mais il n'a rien fait, au contraire, il a enfoncé son institution. C'est un peu ce que ferait un avocat, je souris, qui défendrait les intérêts de son client, malgré sa culpabilité. Qu'adviendrait-il de l'État s'il venait à perdre du crédit? Et M. Thierry Mungala ne joue là qu'un rôle, même lorsqu'il sait que rien ne marche. Il est tenu de défendre l'impossible jusqu'à sa dernière énergie, car c'est bien pour ce travail qu'il est rémunéré. Il a depuis une vie plus confortable, avec des acquisitions des biens, avec l'argent des générations futures dilapidé par le tyran Sassou. Alors le perroquet Thierry Mungala, hier opposant à Sassou, après son coup de force de juin à octobre 1997, nous présente ici le tableau le plus parfait de la gouvernance chaotique et dictatoriale de Sassou. Thierry Mungala, c'est toutes les exactions du gouvernement actuel envers le peuple. Il sait aussi, même s'il peut le nier aujourd'hui, que le peuple a de moins en moins foi au système électoral congolais. Mais il est tenu par son devoir institutionnel de défendre l'indéfendable, comme je l'ai dit plus haut, comme le ferait un avocat, commis d'office. Il faut faire un bilan quinquennal de notre actuel gouvernement. Nous dirons que c'est le bilan
le plus médiocre que nous ayons connu de tous les mandats présidentiels. Et oui, depuis l'histoire de notre pays, des retraités, des salariés, du para-étatique, surtout impayés, une crise financière sans précédent, l'augmentation du taux de chômage, la hausse des denrées alimentaires, la précarité du train de vie des Congolais, la misère des étudiants boursiers à l'extérieur comme à l'intérieur, abandonnés à eux-mêmes, la corruption, l'expansion de la criminalité dans l'ensemble du territoire, avec la montée du phénomène des jeunes malfrats, dits bébés noirs, qu'ils entretiennent d'ailleurs. Et oui, l'opération des bébés noirs, c'est une opération de police montée par les services de la police politique, justement pour intimider la population, pour montrer que si demain vous vous levez, voilà ce que nous allons vous faire. Regardez par exemple les bébés noirs qu'on envoie dans des quartiers de Bas-Congo, mais ils sont transportés dans des BJ ou dans des Hilux. Et après, on les envoie dans des quartiers, ils les reprennent pour les amener dans les quartiers nord d'où ils viennent. Alors, pour ne s'arrêter qu'à ce genre de considération, les évêques, seraient-ils une bande d'ignorants? Les évêques congolais vivent-ils dans Mars? Mais ils sont sur place, ils voient. Ils entendent ce que leur disent leurs fidèles. Les évêques sont dans leur rôle de défendre les droits fondamentaux des citoyens, car c'est la manifestation d'amour du prochain, comme l'a enseigné le Christ. Et oui, en riposte au contenu de la lettre des évêques du Congo, le gouvernement congolais, par son porte-parole, dira que les évêques semblent ignorer la question des listes électorales en cours de révision depuis le 23 janvier. Serait-ce donc à quelques semaines du scrutin qu'il fallait commencer à penser la révision des listes électorales? Nous nous amusons avec des élections présidentielles, comme s'il s'agissait de simples élections communales ou simples élections des chefs de quartier. Soyons sérieux. Attendez. Une nation ne se gouverne pas comme on gérait un kiosque. Même lorsqu'on gère une famille, on fait une prévision. Ce ne sont pas les bêtes qui sont gouvernées. Nous avons précisé plus haut que la conférence épiscopale ne peut point aborder un sujet dont elle n'a pas la maîtrise. C'est pourquoi elle fait appel souvent aux spécialistes de ces questions, pour ne pas tenir des discours subjectifs et incohérents. Lorsqu'elle se prononce donc sur une telle question, soyons-en sûrs qu'elle a consulté les sources et les structures viables. La conférence épiscopale a une pastorale. Le porte-parole du gouvernement serait-il un homme renfermé dans son ego? Ignore-t-il la grande question de la commission électorale qui n'est pas indépendante? L'illégalité de la candidature de Sassou, qui a toujours dirigé le Congo en assumant à la fois ses fonctions de président de la République et du président du PCT, à moins de reconnaître qu'on est revenu au système du parti-État. Monsieur Thierry Mungala n'a fait que révéler davantage son égocentrisme. Il serait en effet un homme renfermé sur lui-même, qui pensait mieux connaître, se servant de sa parole comme le venin d'une vipère pour ne communiquer que mépris et même peut-être ecclésiophobie.
Il ne suffit pas d'être un grand rhéteur, ni de tenir des propos éloquents, mais dans pareilles circonstances, il faut faire appel au langage de la sagesse et du droit et de la bonne connaissance. Vous savez, on peut donner un texte, un jeune garçon même du cours moyen deuxième année qui sait s'exprimer, il ferait mieux que ce que Thierry Mongala a fait. Il est clair qu'il est le porte-parole du gouvernement congolais, mais le porte-parole n'est pas informé du contenu de la doctrine sociale de l'Église. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai découvert cette doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum, de Léon XIII, lorsque j'ai préparé ma thèse en 1983. Je suis tombé sur cette doctrine qui parle justement des droits de l'homme, des droits socio-économiques. Par ces propos, pour ceux qui connaissent le contenu de la doctrine sociale de l'Église, nous comprendrons que Thierry Mongala se met à combattre un adversaire qu'il ne connaît même pas. C'est pour cela que je me dis, Thierry Mongala, il faut reprendre vos études ou vous mettre en stage pour au moins parfaire vos connaissances en matière du droit. Le droit est large. Vous devez également vous imprégner aussi du droit canon. Oui, c'est un sentiment dû au mépris et surtout à la peur de l'Église. Ce que j'appelle donc ecclésiophobie. Est-ce que la parole de l'Église ferait-elle peur? S'occuper de politique peut paraître surprenant de la part d'une Église qui affirme sur le terrain qui leur est propre. La communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Alors, pour ce faire, les chrétiens doivent s'éclairer de l'Évangile, de la doctrine sociale de l'Église élaborée au cours de l'histoire, afin de répondre au mieux aux nouveaux défis du monde contemporain. Cela ne signifie pas qu'il y ait une seule politique possible pour un chrétien, mais une façon chrétienne de faire de la politique et une invitation forte à discerner en Église ce qui est susceptible ou non de faire grandir l'humanité. Madingu, c'est une rencontre où le pouvoir a fait semblant de consulter ses alliés ou associés. Oui, Thierry Mongala, qu'appelez-vous concertation? Mais les membres PCT veulent nous prendre pour des imbéciles. La concertation se distingue bien de la consultation, laquelle se résume à une demande d'avis, en général sur un projet prédéfini, avis qui ne lie d'ailleurs pas le destinataire de la consultation. N'oubliez pas que la véritable concertation exige l'ouverture à toutes les personnes intéressées dès la conception du projet. Et elle suppose la confrontation entre les parties, l'échange d'arguments, l'explication des points de vue de chacun pour régler les problèmes nés des précédentes élections. C'est ce qu'aurait pu faire votre gouvernement. Mais la concertation se distingue de la médiation en ce qu'elle ne fait pas intervenir un tiers pour faciliter la recherche d'un accord entre les parties. Thierry Mongala, vous n'oubliez pas que les échanges sont animés par l'une des parties prenantes, ou dans certains cas par un facilitateur lié à l'une d'entre elles. Donc, comme l'ont si bien dit les évêques, il fallait
prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies en faisant un véritable dialogue national. Au lieu de bricoler et de violer sa propre constitution qui prévoit un cadre, en choisissant la formule en dehors de la constitution, il fallait donc permettre à l'Église de servir de médiateur. Et oui, pourquoi vous avez peur de cette médiation? Il est apparu clairement que les participants à la fameuse concertation de Madingu ne se sont pas accordés sur 3 points essentiels qui conditionnent justement la fiabilité du corps électoral. Il s'agit de la maîtrise d'ailleurs du corps électoral, du renforcement des compétences de la Commission nationale électorale indépendante, qui malheureusement n'est pas indépendante, du plafonnement des dépenses des campagnes électorales. L'arbitrage du président de la République a été sollicité à Madingu. Voilà. Justement parce que cette opposition qui était là n'avait rien compris. Le Conseil des ministres, d'ailleurs, du 4 décembre 2020, a répondu justement à ceux qui demandaient l'arbitrage du président de la République en tranchant pour la révision des listes électorales. C'est uniquement ça. Ce qui permet de constater le non-respect d'ailleurs d'une des recommandations édictées à Evo en 2011, à savoir l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Ceci a été rappelé par l'opposition, par le FOCAD et l'UPC. La méthodologie proposée par l'administration consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une révision des listes électorales n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral, alors qu'on n'a jamais tenu compte des conclusions de la concertation de Dolisie en 2013 sur ces questions. Thierry Mungala, votre dictature considère que le processus va dans le bon sens. Mais les démocrates savent et ils disent non, 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 nous sommes de l'avis des évêques qui sont des citoyens d'abord, mais aussi des bergers des fidèles. Et donc nos bergers, nous en tant que chrétiens. Thierry Mungala, vous dites si bien, l'alternance ne se décrète pas. Je crois que les évêques peuvent remuer dans tous les sens et dire que l'alternance, l'alternance, l'alternance. Mais on peut crier comme un cabri, puisque vous l'avez dit. Oui, Thierry Mungala, vous dites si bien. Mais nous répondons également que depuis de longues années, le régime de Sassou Nguesso a toujours décrété la tricherie et le hold-up électoral. Il n'y a jamais eu de transparence et une élection libre et régulière. Le peuple ne l'a jamais choisi librement par les urnes, ni en 2002, ni en 2009, ni encore moins en 2016. Comme dans toute dictature qui se respecte, le slogan est le même. On n'organise pas les élections pour les perdre. Sassou, chef de parti au pouvoir. Mboulou, membre du comité central du PCT. Multimilliardaire, ministre chargé d'organiser le scrutin depuis plusieurs années. Vous n'avez jamais voulu d'une élection transparente et régulière avec une commission électorale véritablement indépendante. L'importance de la transparence avec le bulletin unique que vous faites état n'est qu'une illusion de bien faire en dehors du fait que cela constitue un avantage, certes,
sur le plan écologique et économique. Mais c'est aussi un moyen de tricherie. La preuve, vous avez réussi à voler l'élection de mars 2016, où Sassou n'a eu que 8%, au lieu de 68% qui lui a été attribué d'une façon arbitraire. Il n'y a pas de doute, les résultats des élections présidentielles du mois de mars 2021 vont permettre aux candidats de pouvoir d'être élus à l'image de ce qui se passait sous le monopartisme avant même que le peuple n'aille faire son choix dans les urnes. Les militaires de Tchambicho et autres qui iront voter en premier vont brûler les urnes. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Oui, Thierry Mungala, nous pouvons vous faire la démonstration. Comment vous avez falsifié les listes électorales. Et comme je le dis dans mon ouvrage, je pense, mon livre également traite comment on a géré mon livre que vous voyez. Alors, je vous précise, mon livre que vous voyez précise à la page 2, à partir de la page 202 jusqu'à 2014, comment le pouvoir de Sassou a volé, comment Sassou a organisé la tricherie par la manipulation du nombre des circonscriptions législatives et des statistiques électorales. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Je présente là un tableau. Je présente là un tableau qui est important. Et ce tableau, c'est le même qu'ils ont encore approfondi. Alors, je vous lis donc les chiffres qui sont dans mon tableau. Donc, la Bouenza, en 2007, 154 534. En 2014, c'est tombé à 112 894. Le Kwilu, 2007, 45 977, c'est tombé à 30 217. Le Nyari, en 2007, en 115 635, 2007, 115 635, c'est tombé à 96 231. Le Poul, en 2007, 118 297, c'est tombé à 92 824. Là, le Koumou, en 2007, c'était à 97 850, c'est tombé à 67 500. Soit au total, dans le Congo Sud, en 2007, c'était à 532 295 recensés. Et en 2014, c'est tombé à 399 666. Alors, comparé justement à la partie nord, qui a vu ses électeurs augmenter. Ces chiffres sont ahurissants. Je vous le dis. Suivez. La cuvette centrale, en 2007, était à 78 022. Elle est passée en 2014 à 121 213. La cuvette ouest, en 2007, était à 36 499. Elle est passée à 44 412. La Likwala, à 77 057 en 2007,
elle est passée en 2014 à 121 881. Les plateaux, en 2007, elle était à 87 295. Elle est passée en 2014 à 116 913. La Sangha, qui était à 42 869 en 2007, elle est passée à 60 622. Soit un total, pour le département du Nord, 464 000 au lieu de 321 742. En 2007, elle est passée à 465 041. Alors, donc, vous voyez bien que les statisticiens de Sassou ont produit en 2014 des chiffres ahurissants. Et oui, situation de certains districts du Nord, où par exemple, nous voyons à Bala, la population, les électeurs réels, 11 296, elle est passée à 19 484, soit 72% d'augmentation. Au Lombo, la population réelle, c'est de 21 277, elle est passée à 25 755, soit plus de 21%. Au Ngoni, la population réelle de 12 184, elle est passée à 15 222, soit plus de 24%. Chikapika, elle était de 5 970 en 2007, elle était passée à 8 423, soit plus de 43%. Et Chikapika, c'est le lieu justement du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Mboulou, Zéphirin, Raymond. À Pikunda, la population était la population réelle de 3 513. En 2014, elle était passée à 5 415, soit plus de 54%. Alors, donc, en ne citant que ces exemples, en réalité, il y a eu gonflement des chiffres dans ces zones. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vous donner les statistiques établies en 2020 ou ce qu'ils sont en train d'établir. Alors on se pose la question, si ce sont ces mercenaires qui sont devenus des Congolais, donc électeurs potentiels, qui ont augmenté la démographie dans les quartiers nord. Mais pour les démographes, spécialistes de l'Afrique noire, doivent nous dire si le taux de croissance de la population du Congo, qui est d'environ 2,7%, a finalement été doublé ou multiplié par 3 ou 10 dans les quartiers nord. Nous avons vu qu'en 2007, il y avait 321 742 électeurs dans les quartiers sud. Mais si on tient compte du taux de croissance qui est de 2,5% de la population, que les intellectuels, les Nganga Mayele ou les Kalaka, Yandouenga, géographes et démographes de l'université Mariangouabi, ont retenu et obtient une augmentation de 8
1043 habitants, qui n'auraient pas d'ailleurs, en 7 ans de vie, la majorité des 18 ans pour voter. Mais ce n'est pas grave. Et j'anticipe les critiques de mes confrères intellectuels. Ajoutons quand même ce chiffre, car chaque année, il y a des mineurs qui arrivent à la majorité. Mais le pourcentage de ces mineurs est égal à la croissance de la population. Donc, 321 742 de 2007 plus 8 043 nous donne 329 785. Je demande à tout le monde, et surtout au gouvernement du Congo-Brazzaville et à son président Sassou Nguesso, de refaire le calcul et d'interroger le département de géographie de l'université de Mariangouabi ou l'Institut des statistiques. C'est aussi simple. En tout cas, je donne là les explications dans mon ouvrage pour mieux comprendre la tricherie. Donc, la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso, je vous fais d'ailleurs pour aérer un peu ce que j'ai dit, je vous fais écouter la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso lors de son meeting URDPCT du 29 novembre 1992 au boulevard des Armées. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Comme nous venons donc d'écouter, vous en tirez les leçons, Thierry Mongala. C'est très malheureux. Vos propos dénotent de votre fanatisme ou votre inculture politique. Lorsque vous dites, sans vous gêner, qu'on ne peut pas faire le procès à Denis Sassou Nguesso et ensuite de ne pas prendre en compte cette notion d'alternance, de l'alternance. Mais alors, où mettez-vous le serment solennel du chef de l'État devant la nation et le peuple congolais?
de respecter, de faire respecter la Constitution, qui change lorsque cela l'arrange. Il n'a jamais créé des conditions d'une élection libre, démocratique, crédible et transparente devant favoriser une alternance au Congo. Thierry Mungala, vous le savez bien, comme tous les Congolais, que ton champion d'aujourd'hui était battu dans les urnes en mars 2016. Et vous venez de raconter vos boniments. Le jour où cette équipe dirigeante sera battue dans les urnes, il y aura l'alternance. Oui, Thierry, vous avez volé l'élection de 2016. Vous avez falsifié les résultats. Vous avez fait un hold-up électoral. L'équipe du PCT que vous défendez manque manifestement de volonté politique à créer des conditions d'une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. La preuve est donnée aujourd'hui. C'est aussi cela que les évêques vous reprochent. Vous êtes jugé parti à cette élection présidentielle. Que peut-on attendre d'une élection dont le président de la République, qui se sent plus président du Parti congolais du travail, et le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, qui en est un des membres du comité central? Nous dénonçons avec vigueur le coup de force électoral en cours dans notre pays. Cette élection ne sera qu'une mascarade de plus. Et nous ne l'acceptons pas. Si M. Thierry Mungala connaissait les principes qui régissent la doctrine sociale de l'Église, il ne se permettrait pas de se tromper sur le rôle apostolique et citoyen des évêques, lequel, selon lui, consisterait à inciter les fidèles à assister et à participer à la révision électorale. Mais la conférence épiscopale a le devoir d'éveiller la conscience de ses fils et filles en leur montrant la voie à suivre à la lumière des évangiles, comme je l'ai dit plus haut. Ça fait partie de la mission de l'Église. Lorsque les élections sont organisées de façon arbitraire, l'Église a bel et bien le devoir, tout en attirant l'attention des uns, d'éveiller la conscience des autres. Ainsi, le rôle de l'Église n'est pas de faire, mais de faire, autrement dit, son travail consiste à semer le bon grain. Une fois que ses membres, qui sont aussi citoyens de l'État, ont toute la lumière qu'il faut, ils ont le devoir de répandre celle-ci dans le monde, à être des témoins de l'Église dans leurs activités temporelles. Le message de l'Église interpelle tant ses membres, tant ceux du gouvernement, que toutes les couches sociales. C'est un message bénéfique pour tous. Et le gouvernement congolais aurait peur de la vérité, d'entrer en introspection. Il manque à nos hommes politiques la capacité d'autocritique. Et d'ailleurs, je voulais signaler ce que un pasteur de la RDC a dit. L'Église doit être dans l'opposition. Eh oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, oui, l'Église doit être dans l'opposition. Pour veiller, pour contester, revendiquer ce qui doit se faire normalement. Monsieur Thierry Mungala, aurait-il un défaut de mémoire? Le porte-parole du gouvernement congolais prend en exemple la scène démocratico-dramatique de 1992 qui opposa l'actuel président de la République à Pascal Lissouba. Mais il utilise cet événement en la faveur du régime actuel pour redorer le blason politique de notre actuel chef d'État qui, selon ce que nous enseigne l'histoire démocratique de notre pays, se retira tranquillement après avoir été battu démocratiquement.
sans entrer dans les détails, M. Thierry Mungala a besoin de beaucoup à apprendre sur l'histoire de son pays et du contexte post-colonial, une trentaine d'années après les indépendances, pendant que l'on parlait du néocolonialisme. Et si les décideurs coloniaux décidèrent que M. Sassou se retira du pouvoir en ce temps par voie démocratique, qu'aurait-il fait? En avait-il le choix? Alors, c'est parce que Sassou Nguesso est maintenu par la France, par la complicité de ce lobby français, avec ses conseillers occultes qu'il a, Dominique Strauss-Kahn, les Bernard Kouchner, et tant bien d'autres comme les Le Drian. Alors, vous pensez que il allait avoir le choix? Sassou Nguesso ne peut pas être un modèle démocratique. Alors que tout le monde sait qu'il a réussi à conquérir le pouvoir en 1997 par les armes. Et demeurant jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne sont pas dupes. S'il était venu pour redresser, justement comme je l'ai dit, comme je me suis insurgé, c'était de rétablir la Constitution de 1992. Au lieu d'en modifier en 2002. Il aurait pu revoir certains articles. Il change la Constitution de 1992 qui a été votée par l'ensemble du peuple congolais. Il change cette Constitution en 2002, il la modifie, et en 2015, se trouvant coincé, il modifie de nouveau la Constitution. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore en 2026? Heureusement d'ailleurs, il ne va pas arriver à 2026. Monsieur Thierry Mungala serait-il devenu un devin? Le porte-parole du gouvernement n'a fait que prêter les intentions au collège épiscopal, arrivé au point de leur faire affirmer ce qu'ils n'ont ni pensé ni dit. Monsieur Thierry Mungala, vous êtes dangereux. À force de nourrir les préjugés sur les prélats, finit par devenir un devin, car il arrive à deviner, semble-t-il, les intentions des évêques, comme il dira. Je crois lire dans ce propos de la part des évêques plutôt l'expression diplomatique ou l'expression réservée de leur véritable sentiment qui consisterait à dire « le président de la République actuelle doit partir ». Eh bien moi je vous dis, Laurent Corot, le président de la République a été candidat à plusieurs élections présidentielles. La première élection présidentielle a eu lieu en 1992. Il a été battu alors qu'il était chef de l'État et il a quitté librement le pouvoir sans qu'il y ait la moindre agitation ou la moindre violence. Donc on ne peut pas lui faire le procès au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de ne pas prendre en compte cette notion d'alternance. Thierry Mungala. Si l'on suit bien la logique des évêques, ils ne voudraient pas qu'il y ait des élections tant que les élections ne sont pas parfaites. Messieurs Thierry Mungala, vous avez tenu là un discours éloquent, mais truffé d'incohérences, malheureusement. Si on ne peut pas reconnaître aux évêques leur liberté d'opinion, au nom de leur citoyenneté, et quelque temps après, dans la même communication, penser que ceux-là même à qui l'on venait de reconnaître la citoyenneté ne soient pas en droit de soulever des problèmes qui les concernent. Il n'a qu'à aussi apprendre que les évêques ne portent pas leurs opinions personnelles, mais ils portent haut la voix de l'Église. Thierry Mungala, sommes-nous condamnés à subir ce que nous avons nous-mêmes élus? S'il en est ainsi, si les choses sont toujours floues, le peuple a le droit d'émettre des réserves par ces prélats, n'est-ce pas? Et oui, puisqu'il s'agit de sa destinée commune, le peuple a le droit de réclamer justice, n'est-ce pas? Thierry Mungala, pourquoi donc, au nom de ce peuple, la conférence épiscopale ne dénoncerait-elle pas et continuerait à faire semblant comme si tout allait mieux?
Le peuple en a marre de ces élections où les gagnants et les perdants sont connus d'avance. La véritable émulation a été étouffée au Congo. Oui, la véritable émulation. Le scandale que nous voyons dans nos quartiers, ou la dynastie, ou la progéniture, ou les enfants, ou les petits-enfants du clan Sassou jettent de l'argent aux Congolais dans les quartiers, comme on jette des grains de maïs aux poules qui suivent. Mama na ngai awa amenda kwa kimbongo tale bazo kufa otale bazo kufa awa kutala mbanga le Congo mama na ngai ate ili bala me mola kaka ate ili bala ya Jonas ominga me aba ko mwana suwa mbenengeso mama mia me ale mama na ngai wo mama mia me yango ko pesa ono pesa tipa bwaga me kwa bati ko basi ko boya yo mama mia katika projet ya kutaba mama na ngai mais moto au buka kingo peut-être la 2000 voilà Moïse Non, n'étouffons pas l'alternance. Il n'y a que dans notre pays ou dans les pays comme les nôtres, la dictature, où après avoir tenu tête au président de la République, sortant lors des élections, que l'on finit sa vie comme prisonnier politique. Et oui, on le voit. Où se trouve le général Jean-Marie Michel Mokoko? Où se trouve André Okombi Salissa? Cette machination politique, nous la connaissons bien. Il suffit qu'on vous colle le délit d'atteinte à la sécurité, à la sûreté de l'État, et votre sort est scellé. Le mien a failli être scellé pour une affaire de trafic d'armes. Parlons-en, non. Je n'ai jamais trafiqué des armes, je n'ai jamais donné des armes, je n'ai jamais détenu des armes. Que Zéphirin Raymond Mboulou me regarde en face. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais détenu des armes. J'avais une garde, j'avais droit à 2 ou 3 éléments de sécurité qui devaient donc détenir les armes. Mais ce sont des militaires. Ils ont regagné justement leurs unités. Monsieur Thierry Mungala n'a cessé de répéter qu'aucune démocratie n'est parfaite. Et donc la construction de notre démocratie est tout un processus à parfaire. Ce n'est pas la peine d'embrouiller le peuple. Le peuple, par ces prix-là, ne sent aucune volonté de la part des politiques à aller de l'avant. Après plusieurs décennies de processus démocratique, il a donc le droit de demander à ses gouvernants de travailler la volonté politique, car quiconque manque de volonté à aller de l'avant fait du surplace. Et c'est ce que nous voyons. Le Congo ne décolle pas, le Congo n'évolue pas. Comme je vous ai dit, le système politique du Congo est désuet, statique et passif. Il est donc à revoir.
Et pour cela, il faille accepter les sacrifices pour voir un nouvel élan politique. C'est tout ce que l'Église n'a fait que dire jusqu'ici. Elle ne condamne pas les individus, mais leur manière de faire qui laisse des blessures profondes, incurables. Que la conférence épiscopale félicite les efforts du pouvoir en place. Jusqu'ici, cela ne pose aucun problème. Mais qu'elle essaie de toucher du doigt les failles du système politique, c'est là qu'il y a feu. Et l'on pense qu'il ne le fallait pas, jusqu'à proférer des injures à nos éminents prélats. Pour une nation qui se respecte, le gouvernement congolais devrait présenter ses excuses contre tout propos portant atteinte à l'intégrité morale ou physique de la conférence épiscopale du Congo, qui est une vénérable institution. Alors, qu'en suivant l'interview de l'archevêque de Ouando, Monseigneur Victor Abania Moussa, il n'y a eu aucune violence dans le langage. Il tient plutôt une communication constructive, édifiante, à la limite pastorale, qui ne demande qu'aux politiques de revoir leur manière de faire les choses en vue de garantir la cohésion sociale et la paix. Nous sommes nombreux d'ailleurs à saluer la conférence épiscopale qui ne valide pas la tricherie, les emprisonnements des leaders politiques de l'opposition. Nous saluons les évêques qui n'encouragent pas les assassinats des jeunes, qui n'encouragent pas un régime qui appauvrit systématiquement sa population et qui préfère la gabegie, la course aux armements, la police politique répressive et la violence, moyen de se maintenir au pouvoir au lieu d'organiser réellement une élection plus juste et équitable, obéissant justement aux principes édictés par la communauté internationale. J'en ai terminé. Que Dieu bénisse notre pays, le Congo, pour une véritable paix, pour que la véritable paix règne dans le pays meurtri depuis plusieurs années. Suivez actuellement Forum FM, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix. C'était le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM 105.8. Kabweni se mama, weni bwana kweni mama, utanema. Kabweni se mama, weni bwana kweni mama, utanema. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est bon comme un camion.
Forum FM 105.8. Les tubes que vous aimez. Forum FM 105.8. lisusu te esali bango mpasi baleli ngai na mosika mawe esalaki ngai nalingi mboka na ngai kogo yango wana nazongi mboka yango wana nazongi mboka Forum FM 105.8. Nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka nazongi mboka bayokaki se sango tenga na kozonga lisusu te esali bango mpasi baleli ngai na mosika mawe esalaki ngai nalingi mboka na ngai kogo yango wana nazongi mboka